Avant de commencer, cette vidéo n'est pas une invitation à tout plaquer demain matin. Elle n'est pas non plus un appel à rester dans quelque chose qui te détruit. Ce qu'elle va faire, c'est t'aider à voir clairement ce qui se passe vraiment quand ton travail ne te ressemble plus. Avec des données, avec de la philosophie et avec des outils concrets pour décider ce que tu veux faire. Si tu es dans ce moment en ce moment, reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre va changer la façon dont tu regardes ta situation. Tu te lèves le matin, et il y a un instant, juste un instant avant que la journée ne commence vraiment, où tu sais. Tu sais que tu vas passer les prochaines heures dans un endroit qui n'est plus le tien, à faire des choses qui ne te ressemblent plus, à jouer un rôle qui a été toi à un moment, mais qui ne l'est plus. Et la journée commence, et tu t'exécutes, professionnellement, efficacement, peut-être même brillamment. Mais quelque chose en toi est absent. Ce sentiment, cette distance progressive entre qui tu es et ce que tu fais, a un nom. Il a des causes précises, et il a des solutions réelles. Mais la première étape est de l'appeler par son nom. La recherche, ce que les données disent. Gallup, State of the Global Workplace, 2023. La plus grande étude annuelle sur l'engagement au travail couvre 122 pays et des millions de travailleurs. Son résultat 2023, 77% des travailleurs dans le monde sont désengagés de leur travail. Pas mécontents, pas en burn-out, désengagés. Présents physiquement, absents psychologiquement. Et dans les pays francophones, le taux est encore plus élevé. La France figure régulièrement parmi les nations avec les taux d'engagement les plus faibles d'Europe. Ce que Gallup définit comme désengagement mérite d'être précisé. Ce n'est pas ne pas travailler dur. Les gens désengagés travaillent souvent très dur. C'est travailler sans que ce travail ait de sens personnel, sans qu'il connecte à ce qui importe vraiment, sans le sentiment que ce qu'on fait correspond à qui on est. Amy Wrzesniewski, Yale University, 2001. La psychologue organisationnelle Amy Wrzesniewski a mené une recherche fondatrice sur la façon dont les gens vivent leur rapport au travail. Elle a identifié 3 orientations fondamentales. Ceux qui vivent leur travail comme un job, une transaction économique, on donne du temps, on reçoit de l'argent. Ceux qui vivent leur travail comme une carrière, une progression, on accumule du statut, de l'expérience, de la reconnaissance. Ceux qui vivent leur travail comme une vocation, un appel. Ce qu'on fait est en alignement profond avec qui on est. Et sa découverte la plus importante, ces 3 orientations n'étaient pas liées au type de travail. Elle trouvait des personnes dans chaque orientation, dans tous les métiers, y compris les moins glamour. Ce qui déterminait l'orientation, c'était le rapport à l'identité. La façon dont le travail s'articule, ou non, avec ce que la personne considère comme ses valeurs profondes. Et quand cette articulation se rompt, quand le travail cesse de nourrir l'identité, ou pire, quand il entre en conflit avec elle, c'est là que le désengagement profond s'installe. Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, 1946. Viktor Frankl, psychiatre viennois, survivant des camps de concentration nazis, a développé ce qu'il a appelé la logothérapie, une approche psychologique centrée sur la recherche de sens. Sa thèse centrale, développée dans un livre devenu l'un des plus lus du XXe siècle, l'être humain peut survivre à presque n'importe quelle condition pour peu qu'il y trouve du sens. Et à l'inverse, une vie confortable mais dépourvue de sens est une source de souffrance psychologique profonde. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Et son observation sur le travail sans sens était clinique et sans concession. Le vide existentiel, ce sentiment de vie creuse, d'action sans signification, était selon lui l'une des sources les plus fréquentes de dépression et d'anxiété dans les sociétés modernes. Pas le manque de plaisir, pas le manque de confort, le manque de sens. Épictète, qui avait passé toute son existence dans des conditions extrêmement contraintes, formulait cette vérité avec la concision de celui qui l'a vécue. Le bonheur n'est pas dans le type de travail qu'on fait. Il est dans le rapport que l'on a à ce qu'on fait. Et ce rapport, seul, dépend de nous. Les 5 signaux que ton travail ne te ressemble plus. Ces 5 signaux ne sont pas des preuves que tu dois partir. Ce sont des informations, des données sur ton état intérieur. Et comme toutes les données, elles méritent d'être lues avec précision avant d'être interprétées. Signal 1.
Tu fais bien ton travail, mais ça ne te touche plus. Tu es compétent, tu livres, peut-être même mieux que la moyenne. Mais à l'intérieur, rien ne se passe. Pas de satisfaction, pas de fierté vraie. L'accomplissement est là, la signification personnelle ne l'est plus. Les psychologues appellent ça l'aliénation au sens originel du terme, tel que Marx et Hegel l'avaient théorisé. Non pas l'aliénation comme oppression externe, mais comme déconnexion entre ce qu'on produit et ce qu'on est. Signal 2. Tu comptes les heures, pas parce que tu es fatigué, parce que le temps au travail te semble voler à ta vraie vie. Chaque heure passée là-bas est une heure de moins pour quelque chose qui compte vraiment. Ce sentiment, cette impression que ton temps professionnel est du temps perdu, est l'un des signaux les plus clairs d'un désalignement profond entre ton travail et tes valeurs. Signal 3. Tu ne parles plus de ton travail avec enthousiasme. Ou tu en parles pour te plaindre, non pas de conditions spécifiques, mais de façon générale, diffuse, comme quelqu'un qui a arrêté de croire dans ce qu'il fait. Signal 4. Tu te sens diminué, pas développé. Un travail aligné avec qui on est nous développe. Il nous rend plus compétents, plus confiants, plus nous-mêmes. Un travail désaligné nous rapetit. Il exige qu'on mette de côté des parties essentielles de soi-même pour correspondre à des attentes qui ne sont pas les nôtres. Signal 5. Tu imagines une vie différente de façon obsessionnelle. Pas de la rêverie passive, une imagination active, récurrente, détaillée d'une autre façon de vivre, d'un autre type de travail, d'une autre version de toi. Marc Aurèle notait pour lui-même, avec une honnêteté remarquable, « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Et si ce n'est plus toi, cherche pourquoi. » Burn-out, bore-out, brown-out, la différence qui change tout. Ces trois termes sont souvent confondus, et les confondre mène à de mauvaises solutions. Le burn-out, l'épuisement par excès. Le burn-out est le résultat d'un engagement excessif pendant trop longtemps. C'est l'épuisement de quelqu'un qui a donné trop et dont les réserves sont vidées. Sa caractéristique principale, la personne en burn-out voulait faire ce travail. Elle l'aimait, peut-être passionnément, et c'est précisément parce qu'elle y a mis trop d'elle-même qu'elle s'est effondrée. Le bore-out est l'inverse. C'est l'épuisement de quelqu'un qui s'ennuie profondément, qui a des capacités largement sous-utilisées, dont le cerveau non stimulé se dégrade progressivement. Il produit les mêmes symptômes que le burn-out, fatigue, démoralisation, démotivation, par un chemin opposé. Le brown-out, la perte de sens progressive. C'est le syndrome le moins connu et peut-être le plus répandu dans nos sociétés modernes. Le brown-out n'est pas l'épuisement par excès ou par manque, c'est l'épuisement par désalignement. La personne travaille, pas trop peu, mais elle ne croit plus dans ce qu'elle fait. Elle a progressivement perdu la conviction que son travail compte, que ce qu'elle produit a de la valeur, que ce qu'elle fait est en accord avec qui elle est. Le terme a été popularisé par le consultant Woody Woodward et sa prescription, contrairement au burn-out qui demande du repos et au bore-out qui demande de la stimulation, est une recalibration du sens. Sénèque avait décrit ce que nous appellerions aujourd'hui le brown-out avec une précision qui donne froid dans le dos. Mirare si taedium sui quenque non corriput. Vita sine propositum vaga est. Je veux m'arrêter ici. Parce que si tu as reconnu ton expérience dans un ou plusieurs de ces signaux, si le brown-out te ressemble, je veux que tu entendes quelque chose d'important avant de continuer. Ce que tu ressens n'est pas de faiblesse, ce n'est pas d'ingratitude envers un travail stable, ce n'est pas le signe que tu n'es pas fait pour travailler dur, c'est le signe d'un être humain dont le système intérieur lui dit que quelque chose d'essentiel est en train d'être sacrifié. Et ce signal, aussi inconfortable qu'il soit, est une information précieuse. La partie 2 va t'aider à savoir quoi en faire. Il y a une phrase de Sénèque que je veux que tu entendes non pas comme une citation philosophique abstraite, mais comme une question directe sur ta vie en ce moment. Dum differtur, vita transcurrit. Pendant que tu remets à plus tard, la vie passe. Pas dans 10 ans, maintenant. Chaque jour passé dans un travail qui ne te ressemble plus est un jour de moins dans une vie qui pourrait te ressembler vraiment. Et la question n'est pas « est-ce que je reste ou est-ce que je pars ?», la question est « est-ce que je vis ou est-ce que je survis ?» Ce n'est pas une crise, c'est un signal. La première chose à comprendre sur ce moment où ton travail ne te ressemble plus,
c'est qu'il n'est pas une catastrophe. C'est un tournant. Les philosophes stoïciens avaient une vision du destin humain qui intégrait ces tournants comme nécessaires, pas comme des accidents ou des punitions, comme des étapes d'un développement intérieur. Marc Aurèle, qui avait été contraint de passer sa vie à gouverner un empire alors qu'il aurait préféré philosopher, avait développé une vision du travail et du sens qui n'idéalisait ni l'un ni l'autre. Il ne prétendait pas que tout travail était épanouissant, il ne prétendait pas que rester par devoir était toujours juste, mais il avait compris quelque chose d'essentiel. Le sens ne vient pas du travail lui-même, il vient de la façon dont on habite son rapport au travail, de la conscience qu'on y apporte, de l'alignement entre ce qu'on fait et ce qu'on est, ou de la décision claire de changer quand cet alignement est rompu. Concentre-toi non pas sur ce qu'il t'est demandé de faire, mais sur la façon dont tu le fais. La qualité de ta présence est tout ce qui est réellement en ton pouvoir. Les 3 questions stoïciennes pour clarifier ta situation. Avant de décider quoi que ce soit, avant de démissionner, avant de s'accrocher, avant de tout changer d'un coup, les stoïciens recommandaient un exercice de clarification. 3 questions. Honnêtes, sans complaisance. Question 1. Est-ce que mon travail entre en conflit avec mes valeurs fondamentales ou est-ce que j'ai perdu le contact avec ce que je fais? Il y a une différence entre un travail qui est fondamentalement incompatible avec qui tu es et un travail qui s'est progressivement désenchanté parce que tu as cessé de t'y investir pleinement. La première situation peut justifier un départ. La deuxième mérite d'abord un réinvestissement délibéré, ce que les chercheurs appellent le job crafting. Question 2. Si j'avais les mêmes conditions matérielles, mais un travail différent, quel type de travail ferait que je me lève le matin avec envie? Pas la réponse idéale, la réponse honnête. Ce que cette question révèle, c'est la direction vers laquelle tu te tournes naturellement. Et cette direction est une information précieuse pour la suite. Question 3. Qu'est-ce que je sacrifie en restant? Qu'est-ce que je risque en partant? Ces 2 colonnes, mises en face l'une de l'autre honnêtement, sont souvent plus éclairantes que des mois de rumination. Le sacrifice de rester, ton énergie, ton temps, ton développement personnel, ta santé mentale, la vie que tu pourrais avoir. Le risque de partir, l'instabilité financière, l'incertitude professionnelle, la désapprobation de l'entourage, la peur de l'échec. Et quand on les regarde honnêtement en face, souvent on réalise que l'un de ces 2 plateaux est bien plus lourd que l'autre. Épictète formulait cette clarification avec une directness qui ne permet pas l'auto-illusion. Si quelqu'un t'amène à ce carrefour, demande-toi quelle décision tu serais fier de défendre devant toi-même dans 10 ans. Puis, prends cette décision. Le job crafting, remodeler son travail depuis l'intérieur. Amy Wesniewski, dont nous avons parlé en partie 1, a également développé le concept de job crafting, la façon dont les travailleurs peuvent activement remodeler leur travail pour qu'il corresponde mieux à leurs valeurs, leurs forces et leurs intérêts. Non pas en changeant de poste, en changeant leur façon d'habiter leur poste. Le job crafting prend 3 formes. Job crafting des tâches. Identifier les tâches qui te correspondent le mieux et délibérément en augmenter la proportion, même légèrement. Les déléguer moins, les revendiquer davantage. Job crafting relationnel. Identifier les personnes dans ton environnement professionnel avec lesquelles les interactions sont enrichissantes et délibérément développer ces connexions. Et réduire l'exposition aux interactions qui drainent. Job crafting cognitif. Changer la façon dont on perçoit son travail. Non pas par auto-persuasion artificielle, mais en cherchant activement l'impact réel de ce qu'on fait. Les personnes que ton travail affecte positivement, les compétences qu'il te permet de développer. Ces ajustements, souvent mineurs dans leur forme, majeurs dans leur effet, peuvent transformer un travail qui ne te ressemble plus en un travail qui recommence à te nourrir. Pas dans tous les cas, mais dans plus de cas qu'on ne le croit. Quand il faut vraiment partir, les 3 signaux irréversibles. Il y a des situations où le job crafting ne suffit pas, où la bonne réponse est effectivement de partir.
Voici les 3 signaux qui indiquent que cette situation est la tienne. Signal 1. Ton travail exige que tu deviennes quelqu'un que tu ne veux pas être. Pas les aspects difficiles ou inconfortables du travail, tous les travaux en ont, mais les aspects qui demandent de trahir quelque chose d'essentiel, ton éthique, ta façon de traiter les gens, ta vision du monde. Quand le travail demande de te trahir, il n'y a rien à remodeler, il y a à partir. Signal 2. Ton désengagement est en train de nuire à ta santé physique et mentale. Les recherches sont claires sur ce point. Un travail sans sens chroniquement vécu est corrélé à des taux plus élevés de maladies cardiovasculaires, d'anxiété, de dépression, d'insomnie. Si ton corps commence à payer le prix de ta situation professionnelle, c'est un signal qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Signal 3. Tu as essayé de remodeler et ça n'a pas fonctionné. Si tu as tenté le job crafting avec sérieux et que la situation est restée fondamentalement la même, alors le problème n'est pas dans ta façon d'habiter ton travail, il est dans le travail lui-même. Et dans ce cas, partir n'est pas de la fuite, c'est de la lucidité. Sénèque écrivait dans ses lettres à Lucilius, avec une urgence qu'on sent à travers les siècles, « Recede in te ipse, et comme is versare qui te meliorem factori sunt ». Retire-toi en toi-même, et vis avec ceux qui peuvent te rendre meilleur. Pas « reste par peur », pas « pars par caprice ». Retire-toi vers ce qui te rend meilleur. Les 4 pratiques concrètes. Pratique 1. L'audit de valeurs. Prends 30 minutes ce week-end. Écris tes 5 valeurs les plus profondes. Pas les valeurs que tu devrais avoir, celles que tu as vraiment. Puis, évalue ton travail actuel sur chacune d'elles, de 1 à 5. Combien y contribue? Combien y contredit? Ce tableau, simple et honnête, te donnera une clarté que des mois de rumination n'ont pas pu donner. Pratique 2. La conversation que tu n'as pas encore eue. Beaucoup de situations professionnelles qui semblent bloquées ne l'ont jamais été testées vraiment, parce que la conversation difficile avec un manager, un associé ou soi-même n'a jamais eu lieu. Et cette conversation, clairement, honnêtement, sans agressivité, mais sans ambiguïté. Ce que je fais ne me ressemble plus. Voici ce qui me ressemblerait. Est-ce qu'on peut en parler? Pratique 3. La construction parallèle. Avant de partir, commence à construire. Pas à rêver, à construire, concrètement, ce que tu ferais si tu pouvais faire ce qui te ressemble. Quelles compétences développer? Quel projet lancer? Quel réseau construire? Cette construction parallèle, menée en même temps que ton travail actuel, réduit drastiquement le risque perçu du changement. Et quand le moment vient, tu n'es plus dans le vide, tu es en train de poser les premières briques d'autre chose. Pratique 4, le journal du sens. Chaque soir, 1 minute, une question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui avait du sens pour moi, même légèrement? Cette pratique, régulière, honnête, développe 2 choses simultanément. La conscience des moments d'alignement qui existent déjà dans ton travail et la conscience de leur rareté, qui te donnera la clarté pour agir. La vie qui te ressemble t'attend. Je veux finir avec une image. Viktor Frankl, après avoir survécu à Auschwitz, après avoir tout perdu, après avoir traversé ce qui est impossible d'imaginer, n'est pas sorti des camps avec du ressentiment. Il est sorti avec une conviction, que le sens peut être trouvé dans n'importe quelle circonstance, et que la capacité de choisir son rapport à sa situation, même quand on ne peut pas changer la situation elle-même, est la dernière liberté que personne ne peut prendre. Ton travail n'est pas Auschwitz, et je ne fais pas cette comparaison à la légère, mais sa leçon s'applique ici. Tu ne peux peut-être pas changer ta situation professionnelle du jour au lendemain, mais tu peux choisir comment tu y es présent, ce que tu en fais, la direction dans laquelle tu commences à te mouvoir. Et ce mouvement, même petit, même incertain, est déjà une forme de vie. Marc Aurèle formulait cette invitation à l'action dans une phrase qui, pour moi, résume tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Si ce n'est pas toi, cherche ce qu'il est et commence. Commence. Pas demain, aujourd'hui, avec une question honnête, avec un petit pas, avec le courage de regarder clairement. La vie qui te ressemble t'attend. Elle a attendu suffisamment longtemps. Dis-moi dans les commentaires lequel des 5 signaux tu reconnais dans ta situation. Je lis tout. À très bientôt.